Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct vous retrouve exceptionnellement ce dimanche matin parce que il y a une opportunité. Nous recevons monsieur Ali Aissaoui de passage à Alger. Ali Aissaoui, si on devait le présenter, on prendrait un bon pouls de l'émission. On va dire un haut cadre du secteur de l'énergie durant les années 80 et 90 en Algérie. Ensuite, une carrière brillante à l'international, notamment à Oxford Institute for Energy Studies, où il a occupé la fonction de Senior Fellow, il a été un chercheur en chef, puis la fonction de Chief Economist à Apicort, la banque d'investissement pan-arabe dans le secteur du pétrole. Monsieur Ali Aissaoui, merci beaucoup d'être à Radio M ce matin. Merci pour votre aimable introduction et merci de m'offrir cette opportunité de discuter avec vous et d'éclairer, je l'espère, vos auditeurs sur les problèmes énergétiques de l'heure. Ah, nous comptons bien sur vous pour éclairer nos auditeurs, à commencer par la plus récente des actualités, l'accord de Vienne, la semaine dernière. Il a fini par être arraché, une réduction du plafond de production de 1,2 million de barils par jour. C'était un accord qui était difficile à obtenir, mais qui s'est finalement réalisé. Est-ce que cela s'est fait parce que l'Arabie Saoudite l'a souhaité et l'Arabie Saoudite a fait les concessions qui ont permis d'obtenir cet accord? Je peux dire avec certitude oui, parce que l'Arabie Saoudite a toujours été la clé de voûte des accords au sein de l'OPEP. C'est normal, c'est le producteur dominant et non seulement c'est le producteur dominant, mais aussi il a une capacité de réserve qui lui donne un pouvoir extraordinaire, un levier sur les décisions de l'OPEP. L'accord de Vienne, c'est une concrétisation de l'accord de principe d'Alger. Vous vous souvenez qu'à Alger, l'accord de principe, c'était de plafonner la production de l'OPEP entre 32,5 et 33 millions de barils jour. Et le 30 novembre à Vienne, les ministres se sont effectivement entendus pour baisser la production de 1,2 million de barils jour à un niveau d'environ 32,5 millions de barils jour. De ce point de vue-là, donc, mission accomplie. On verra après, si vous voulez, dans le détail de qui doit produire quoi. Mais pour répondre à votre question, je crois que l'Arabie Saoudite est un facteur, mais il y a aussi l'Iran, la Russie, non OPEP, qui a joué un rôle déterminant pour forcer peut-être ou pour convaincre les Iraniens d'être partie de cet accord. Les Iraniens sont le seul pays dont la production ne baisse pas. Si vous voyez le tableau des répartitions et des quotas publiés par l'OPEP il y a quelques jours, c'est le seul pays dont la production va augmenter de 90 000 barils jour. Tous les autres baissent leur production d'environ 4,5, 4,6%. Monsieur Ali Aissaoui, oui. Cette concession justement faite à l'Iran, alors que sur le plan géopolitique, les deux pays, l'Arabie Saoudite et l'Iran, sont engagés sur plein de théâtres en antagonique, en position antagoniste. Est-ce que ce qui justifie cette flexibilité un peu surprenante, parce qu'il y a eu cette tentative de l'accord de Doha il y a à peu près une année qui avait capoté parce que à la dernière minute les Saoudiens ont exigé que les Iraniens participent à l'effort également, et il y a eu finalement un changement d'attitude. Est-ce que c'est la situation interne budgétaire en Arabie Saoudite qui a rendu plus flexible cette position saoudienne? Moi, je pense qu'il faut peut-être remonter en Arabie Saoudite. Il y a eu un changement à la tête du ministère de l'Énergie. On a vu l'arrivée de Khaled El-Fallah. Et en général, quand il y a un nouveau ministre, il faut s'attendre à une inflexion dans la politique pétrolière. Et les Saoudiens ont dû se rendre compte, malgré le fait qu'ils aient un fiscal buffer, un tampon fiscal extraordinaire, aussi bien liquide que des possibilités de céder sur le marché financier un certain nombre d'actifs. Donc ils avaient les moyens de leur politique de laisser le marché. Peut-être pour une année, 2 ans, mais pas au-delà. Non, c'est pour. Moi, j'avais calculé qu'avec les actifs liquides, ceux qui détiennent à travers la Banque centrale, ces actifs liquides, comme ils n'ont pas de fonds souverains, les actifs liquides sont gérés
par la Banque centrale, ne pas confondre avec les réserves de change, qui sont autre chose. J'ai calculé que si les prix devaient descendre à $20 par baril, ce que Ali Naïm, le ministre Ali Naïm avait déclaré à une époque, absolument, il avait dit qu'on était prêt à aller à $20, il tiendrait 2 ans. 2 ans, après 2 ans, c'était le marché de l'endettement à coup sûr, etc. Mais si on inclut les actifs non liquides, c'est-à-dire tous les investissements qu'ils ont et qu'ils peuvent céder sur le marché financier, ils peuvent ouvrir le capital d'un certain nombre d'entreprises dont ils ont une participation soit majoritaire, soit majoritaire en général. Ils pourraient tenir plus longtemps. Ceci compte non tenu de leur capacité d'endettement, parce qu'ils n'ont pas de dette internationale. Ils ont une dette minime publique sur le marché de la dette saoudienne, mais ils ne sont pas endettés sur le plan international. Donc ça leur donne une possibilité encore supplémentaire de tenir le coup. Donc l'inflexion ne serait pas venue de là? Quand même, il y a quand même, il y a un caveat. Ils sont engagés dans un programme de restructuration économique et sociale. C'est à travers leur vision 2030. Qui a été prise en charge par le prince Mohammed Ben Salman, le fils du roi, qui est l'homme fort le roi lui a donné carte blanche dans ce domaine-là. Et ils se sont rendus compte peut-être que cette stratégie devait être financée. Elle ne peut pas se faire sans apport frais d'argent. Donc peut-être ça c'est un élément aussi qui a donc en gros, on dira que l'Arabie Saoudite a fait progresser sa position sur le niveau des prix, le point d'équilibre des prix à l'international, pour pouvoir financer sa propre transition. Je pense, ça c'est mon avis, je pense. Ceci dit, bon, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Moi, je pense que les différents ministres saoudiens, c'est d'excellents technocrates. Ils connaissent très bien le marché pétrolier, ils connaissent bien leurs dossiers. Mais comme dans tout autre pays, la politique énergétique ne s'arrête pas au ministère de l'énergie. Elle a des ramifications institutionnelles et non institutionnelles au cœur du pouvoir central. Et dans le cas de l'Arabie Saoudite, c'est au cœur de la maison des Saouds. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a d'autres considérations géostratégiques, géopolitiques qui interviennent. Ça ne veut pas dire que il faut pas en déduire que le pétrole est utilisé comme arme politique. C'est pas aussi, c'est plus subtil peut-être. Si ça devait être utilisé comme arme politique et résoudre un certain nombre de choses, on aurait peut-être vu une solution en Syrie, ce qui n'est pas le cas. Mais quand même, il y a des questions géostratégiques, géopolitiques sont un facteur. Monsieur Aissaoui, l'accord de Vienne donc a été obtenu. Est-ce que vous estimez qu'il est solide? Est-ce que vous estimez que les membres de l'OPEP vont le respecter et rester dans le cadre de leur quota? Oui, ça c'est une bonne question parce que l'histoire de l'OPEP a toujours été associée au fait, à l'observation qu'un certain nombre de pays ne respectaient pas toujours leurs engagements internationaux dans ce domaine. Ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite respectera son engagement si on la juge par son comportement historique. Donc le premier pays à observer, ça va être l'Arabie Saoudite. Ils vont devoir, à partir du 1er janvier, baisser leur production d'à peu près de 500 000 barils jour. Donc ils prennent, c'est en proportion, c'est la même proportion, c'est 4,6% ou 4,5%, si mes calculs sont bons, mais en termes absolus, c'est la plus grande baisse de production. Les autres pays, il faut voir cas par cas. Il va y avoir des pays qui vont peut-être retarder un peu la décision. Ça dépend un peu de leur système de nomination, des exportations, etc. Mais vers la fin du premier trimestre, on aura une idée précise qui a respecté ses engagements, qui l'a pas. Qui peut perturber une bonne application de cet accord? On parle de l'Irak et on parlait à un moment donné de la Libye aussi, mais bon, ils sont que ça s'est compliqué. La Libye et le Nigeria sont exclus de l'accord, donc ils n'ont aucun engagement dans ce domaine. L'Indonésie a gelé sa participation, comme vous le savez, donc il reste 11 pays. L'Irak, oui, c'est un problème parce que il fait face encore à d'énormes difficultés politiques et sécuritaires. Ses dépenses militaires sont en train d'augmenter et l'Irak a été le dernier après l'Iran, le dernier à accepter de se mettre de s'engager dans la voie du consensus.
Mais il faut aussi compter avec les non-OPEP. Il faut pas oublier. Alors, j'allais vous poser la question justement sur les 300 000 barils promis par jour de réduction, promise par la Russie. Oui, en fait, c'est 600 000 barils jour pour les non-OPEP, dont la moitié doit être est attribuée à la Russie. Alors, le président Vladimir Poutine a donné toutes les assurances qu'ils respecteront leur engagement. Mais le ministre de l'Énergie a dit qu'il le fera progressivement. Est-ce que c'est un problème technique de nomination ou bien est-ce que c'est un wait and see, une attente pour voir si les pays de l'OPEP vont tous respecter l'engagement? Parce qu'ils pourront toujours dire, à fin de mars, s'ils observent que certains pays n'ont pas respecté leur engagement, et dire, bon, pourquoi nous on s'engagerait il faut d'abord ils ont déjà, cet argument, ils l'ont déjà mis en avant, avant le 30 novembre, en disant. L'intérêt de la Russie, c'est aussi quand même un peu comme celui de l'Arabie Saoudite, c'est d'essayer de revenir à une politique de prix, aujourd'hui. C'est clair. Même si on a noté que la Russie a atteint un record de production depuis l'accord d'Alger. Ah oui, absolument. Ils ont pompé à fond. Oui, je crois que tous les pays ont essayé de pomper à fond, s'ils le pouvaient. Donc, pour négocier au plus haut. Pour pouvoir négocier au plus haut. Il est plus facile de baisser d'un niveau maximum que d'un niveau intermédiaire, c'est clair. Il y a une question qui est revenue souvent depuis l'accord de septembre à Alger, c'est le rôle de l'Algérie. Je veux dire, c'est une question de patriote que je vous pose. Oui. Est-ce qu'il est vrai, vous avez beaucoup travaillé, avec l'OPEP, vous connaissez bien les mécanismes de fonctionnement de l'OPEP. Est-ce que l'Algérie a joué réellement un rôle de cheville ouvrière dans cet accord-là? Oui, certainement. Au-delà des problèmes géopolitique, l'intervention de Poutine, au niveau iranien, non seulement Rouhani et Khamenei ont été partis du processus de décision, donc ils ont donné la couverture nécessaire à Abidjan, au ministre du pétrole, et au niveau saoudien, c'est le prince Mohammed Ben Salman qui est intervenu. Mais pour répondre à votre question, il est certain que l'Algérie a joué un rôle primordial dans le processus et dans la proposition d'un certain nombre de mécanismes. Preuve en est que dans le communiqué de presse de l'OPEP du 30 novembre, il y a un paragraphe qui est consacré à ça. L'OPEP, c'est-à-dire la conférence des ministres de l'OPEP, a rendu hommage à l'Algérie et à M. Boutalfa et au gouverneur de l'OPEP, M. Mohamed Hamel, pour les efforts qu'ils ont fournis dans ce cadre-là. Non, c'est clair. Je crois que la diplomatie de l'énergie existe alors. Il y a la diplomatie, il y a aussi la compétence et la capacité à mener pour la première fois au ministère de l'énergie, on a vu un rare moment où des compétences se sont alignées. Et on travaille ensemble. Un ministre de l'énergie qui connaît bien que venant du secteur de l'électricité, mais il connaît un peu bien, comme vous, monsieur Aïssaoui. Il connaît bien. Il a été à bonne école sur le plan de l'économie de l'énergie, des sciences économiques de l'énergie, mais aussi il faut pas oublier, c'est un diplômé de l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, et puis il a été membre du conseil d'administration de Sonatrach pendant un certain nombre d'années, donc il connaît un peu les grands dossiers, etc. Donc il y a Mohamed Hamel qui est gouverneur de l'Algérie au sein de l'OPEP, donc c'est un peu, il préside le conseil de gouverneurs, et il y a aussi une troisième personne qui n'est pas citée, qui a un profil bas dans ça, mais qui est le représentant de l'Algérie au sein de la commission économique. Et la commission économique, c'est vraiment là où on peut la citer, cette personne. Oui, c'est Ashraf Ben Hassin qui est représentant national. La commission économique, c'est la commission clé au sein du secrétariat de l'OPEP. C'est elle qui décortique le marché pétrolier, qui essaie d'anticiper un peu l'évolution des tendances qui peuvent influer sur la décision des ministres, etc. Donc, je crois que cet alignement de compétences et d'engagement a été a joué un rôle très positif. Alors, cela nous amène à parler de l'évolution des prix. C'est ce qui nous intéresse in fine, en 2017. La loi de finances de 2017 a prévu un baril moyen à $50. Vous pensez que c'est un peu optimiste? Vous êtes en train de me demander quelle va être l'évolution du prix du pétrole. Je répondrai pas directement à cette question parce que je veux pas perdre ma crédibilité. Vous le savez très bien, les prix du pétrole sont imprévisibles. Ce que je peux faire, c'est partager
partager avec vous et les auditeurs un cadre d'analyse. À court terme, ce qui détermine les prix de pétrole, c'est le niveau de stockage du pétrole. Et en ce moment, il est très élevé. Il est plus élevé que la moyenne des 5 dernières années. C'est un peu le concept utilisé pour mesurer l'importance des stocks. Donc, les stocks vont continuer à peser à la baisse. La décision de l'OPEP de baisser sa production va aider à éponger un peu ces stocks-là. On peut rentrer dans des problèmes techniques beaucoup plus sophistiqués parce que les prix, c'est pas seulement les prix de l'heure, il faut voir un peu la série temporelle des prix. Il faut pas oublier que le marché pétrolier, c'est un marché physique, mais aussi un marché financier. Et donc, quand on voit les futures, il faut les prix dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an et même dans 5 ans sont importants. Et dans le langage technique ou technico-économique pétrolier, on parle de contango. C'est quand les prix actuels d'aujourd'hui sont plus bas que les prix futurs. Et l'écart entre les prix futurs et les prix actuels, plus il est grand, plus ça encourage les stocks. Donc cette histoire de contango, c'est un cercle vicieux. Il faut vraiment, pour en sortir, c'est très difficile. Vous vous souvenez qu'en 2008, l'OPEP a pris, le marché s'est effondré, les prix sont atteints $10 par baril. Et l'OPEP a pris une série de décisions. C'est pas seulement une baisse unique, ils se sont pris à 3 fois avec une baisse totale de 4,2 millions de barils jour. Et c'était vraiment pour sortir de ce contango qui est un cercle vicieux il faut vraiment. Alors ça me permet d'actualiser la question. Est-ce que l'accord de Vienne est suffisamment fort pour faire sortir l'OPEP et la production pétrolière du contango dont vous parlez? Ça dépend de ce que vous avez comme objectif de prix. Il est certain qu'on ne peut pas revenir à $100. Si vous voulez revenir à $100, oui. C'est pas suffisant. Oui, c'est pas suffisant. Mais si vous revenez à $100, vous allez revenir à la situation d'avant juillet 2014. C'est-à-dire, alors là vous aussi, allez encourager. C'est les Saoudiens qui donnent le là. Ils disent $50, $55, c'est le prix d'équilibre. C'est les prix. Je finis mon cadre d'analyse. Ça, c'est pour le court terme. Pour le moyen terme, une fois que vous avez épongé un niveau raisonnable des stocks, après, c'est vraiment ce qui va déterminer le prix du pétrole, c'est le coût marginal du dernier baril nécessaire pour équilibrer le marché. Alors, il vient d'où ce baril-là? Dans la structure actuelle du marché pétrolier, il vient du pétrole de schiste du non américain. Conventionnel. Alors, quel est le coût de ce pétrole de schiste? Ça dépend du niveau de demande. Si la demande est élevée, il va être peut-être 60, 70. Si la demande est moins élevée, il va peut-être être 50, 60. Donc, personne ne sait exactement quel va être le coût du dernier baril nécessaire pour équilibrer le marché, parce que l'équilibre doit tenir compte du niveau de la demande. D'où la difficulté de prévoir un prix de pétrole. Et donc vous pensez que, on a bien compris le cadre d'analyse, et on a bien compris ce qui a influé le court terme et ce qui a influé le moyen terme, et on pourra préciser s'il faut. Mais quand l'ancien ministre de l'énergie saoudien Ali Naimi dit qu'au-delà de $50, on remet en selle le pétrole et le gaz de schiste américain, il s'avance peut-être un peu trop vite, puisque vous venez de dire que... Non, je crois qu'il il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort, parce que on a fait l'erreur à un certain moment de penser que le coût moyen, tout gisement confondu, etc., du pétrole de schiste américain était autour de $80-90. En fait, c'est tellement dispersé, ça va peut-être de 40 à $100. Ce qui s'est passé depuis août 2014, depuis que les prix ont baissé, ensuite se sont effondrés, c'est qu'on a éliminé ceux dont le pétrole coûte très cher. Donc il y a un certain nombre de producteurs qui ont été éliminés aux États-Unis, c'est clair. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on est loin du 1 million de barils jour chaque année. Les producteurs qui restent ont prouvé ils ont fait des gains de productivité extraordinaires. Ils ont restructuré leur façon de produire. Ils ont fait des économies de coûts sur un certain nombre de processus. Et maintenant, ils peuvent revenir sur le marché à $50 facilement. Ils se sont maintenus à $40 et moins. Ils ont continué à produire, peut-être à perte, mais ils ont continué à produire grâce au soutien de leur banque, etc. Mais à $50, vous allez voir ceux qui étaient sortis à un moment
revenir ou de nouveau entrer dans... Mais elle est si flexible que ça, la production de gaz de schiste. C'est-à-dire, vous nous avez dit tout à l'heure que le gaz de schiste, c'est à moyen terme. Là, vous êtes en train de nous dire que... Non, j'ai dit, le moyen terme, c'est mon cadre d'analyse. Qu'est-ce qui se passe dans offre-demande à moyen terme. C'est-à-dire demain, ils peuvent se remettre en Non, ils sont très souples parce que la production de schiste n'a rien à voir avec la production traditionnelle. Si on prend le pétrole à coût haut, c'est-à-dire le pétrole qui coûte très cher, comme le offshore profond en mer, comme le bitumineux au Canada, comme le shale gas, ils sont très chers. Mais le shale, le pétrole de schiste, c'est vraiment il y a des analyses qui l'ont comparé à un processus de manufacturing. C'est comme si vous fabriquez des voitures à la chaîne. Vous arrêtez, vous reprenez. Et les délais entre l'exploration et production sont très courts par rapport aux 10 ans, parfois 15 ans de l'offshore, de profond, etc. Donc oui, c'est un processus extrêmement souple, à tel point que avant on disait que l'OPEP était le swing producer, agissant collectivement, ou l'Arabie saoudite tout seul quand il s'agit d'un cycle montant. Maintenant, on risque de voir le pétrole de schiste jouer ce rôle-là. Et ça pose un problème énorme à l'OPEP, et ça fausse tous les calculs traditionnels, ça fausse toute la démarche ou la vision qu'on avait du fonctionnement. Ça va jouer ce rôle-là pendant très longtemps? Tant qu'il y aura du et je pense que l'arrivée de Trump va encourager la montée en production de aussi bien du pétrole de schiste que d'autres pétroles. Et on a des informations sur les réserves qui existent dans ce domaine, c'est-à-dire on sait combien de temps elles sont énormes. Elles sont énormes. C'est-à-dire des dizaines d'années éventuellement. Oui, même plus. Oui, parce qu'on a commencé à explorer dans les parties faciles, accessibles immédiatement. Mais je pense que avec les progrès technologiques et d'innovation dans les processus de production qu'ils ont fait, ça va se développer rapidement. Ce qui nous emmène un peu à la prévision du gouvernement algérien sur les prix du pétrole sur les 3 prochaines années. On a vu que le projet de loi de finances cette année a été accompagné d'un cadrage triennal. C'est une nouveauté. Et la prévision travaille sur un prix du pétrole qui passe de $50 l'année prochaine à $55 en prix moyen en 2018, puis à $60 en 2019. Est-ce que vous considérez que c'est un cadrage raisonnable? Moi, je pense que c'est la meilleure prévision qu'on puisse faire actuellement, compte tenu un peu des données. Bien sûr, je pense que ceux qui ont produit ces prévisions ont peut-être en arrière-pensée que l'OPEP aller vers un accord et que cet accord tiendrait la route. L'accord, c'est pour 6 mois, mais avec l'option de le proroger 6 mois encore, et on va voir comment. Et si on sortait de cette perspective triennale, si on allait un peu plus loin, est-ce que, comme l'a dit sur notre plateau le professeur Mourad Preur, est-ce qu'on est en train de travailler, de réunir les conditions d'un choc haussier à cause du désinvestissement qu'il y a eu ces dernières années? Oui, le marché pétrolier va rester un marché cyclique, fondamentalement. Donc, il va y avoir... on a connu un cycle long très haut, à $100 et plus. Ça a encouragé les investissements, dans les parties qui coûtent, et ça a créé des problèmes pour l'OPEP. Maintenant, on est dans un cycle bas. Ça a découragé les investissements. Il y a pratiquement toutes les compagnies, aussi bien internationales que nationales, ont diminué, ont coupé leur budget d'exploration et de production. Et ça va avoir un impact sur l'offre de pétrole futur, c'est clair. Donc, sauf si c'est plus le pétrole qui est la réponse aux besoins énergétiques de la planète. Oui, mais ça se fera pas à court terme. À moyen terme, je veux dire. J'ai dit court terme parce que je vois sur 50 ans le processus de restructuration du système énergétique mondial. L'OCDE, par exemple, prévoit une consommation en énergie carbone qui va être déclinante sur les 20 prochaines années. Il est clair que la consommation de pétrole est en train de stagner. Elle est en train de plafonner, elle va diminuer dans les pays de l'OCDE. Ça, c'est clair. Mais elle continuera à grimper en Chine, en Inde et dans tous les pays émergents du Sud. Et elle va largement compenser la stagnation et la compensation de l'OCDE. Donc la demande largement ou juste compenser, c'est important. Plus que compenser. Donc on va passer ce plafond
de verre qu'on n'a jamais dépassé des 100 millions de barils de jour, selon vous, monsieur? Non, peut-être pas. Peut-être que ça oui, compenser et peut-être dépasser jusqu'à peut-être d'ici la moitié de la décennie prochaine, on va commencer à voir cette fois-ci la consommation de pétrole mondial stagner et peut-être aller vers la baisse, c'est clair. Oui. Oui. Mais Monsieur Preur, lui, il prend un risque, il fixe une date, il dit à la fin de la décennie, on va avoir un contre-choc pétrolier. Vous y croyez, vous, un contre-choc pour pétrolier? fixer des idées. Moi, je pense qu'on peut pas vraiment donner le cycle. Il va se jouer. Il y a tellement de parts moving part, comment dire, de parts mouvant sur le marché pétrolier, ce qui détermine les prix, que si vous essayez de prendre en considération tous ces aspects-là, ça devient très compliqué. Donc on essaie de simplifier un peu les schémas d'analyse, de mettre un peu des dates juste pour bien cadrer son analyse, mais une date, c'est pas, il ne voulait pas dire vraiment 2019 ou 2020 de façon précise. Oui. Parlons de l'Algérie. Alors, on a parlé beaucoup des réserves de pétrole mondiales, etc., des perspectives, disons, pour le marché d'une façon générale, les perspectives pour l'OPEP. L'Algérie, elle a quoi comme réserve de pétrole? Parce qu'on a reçu beaucoup d'invités ici qui nous disent, nous, que nos réserves de pétrole, on fait pas partie des gens qui ont des réserves considérables de pétrole, et que au rythme où se développe notre consommation interne, parce qu'apparemment notre consommation interne se développe très très rapidement, donc on consomme localement une fraction croissante de notre production de pétrole. Un certain nombre d'intervenants ici, des experts authentiques, nous ont dit que dans une dizaine d'années, on risquait de se retrouver dans une situation où il n'y aurait plus de surplus exportable. Oui. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette perspective? Oui. Il y a un problème de transparence en matière sur le plan des réserves et d'autres choses. Moi, je pense que le secteur de l'énergie et son attaque ne sont pas très transparents. La preuve, dans le domaine gazier, le ministre, plus accompagné d'un communiqué qui a été publié par l'agence Presse Service, l'APS, a diminué les réserves de gaz. BP, les statistiques de BP qui sont reconnues mondialement, c'est la source la plus fiable en matière dans ce domaine-là, donner 4 000 milliards de mètres cubes de réserves prouvées pour l'Algérie, qui n'ont jamais changé, qui n'ont pas changé depuis des années. Et le nouveau chiffre qui a été de réserves prouvées récupérables. De gaz, hein, vous parlez de gaz. Oui, c'est juste pétrole. Hein, je donne l'exemple du gaz. Qu'est-ce qui se passe dans le gaz? C'est pour illustrer la difficulté de la transparence. Avec un chiffre, si mes souvenirs sont bons, il donne le chiffre de 2725. Oui, donc c'est une sacrée correction par rapport aux chiffres publiés. Donc on peut penser que dans le pétrole, que le chiffre réel peut-être est aussi moindre que ce que ne donnent les statistiques internationales. Ceci dit, le problème de transparence. Qu'est-ce qu'il nous dit comme réserve? Il y a un peu plus de 12 milliards de barils de réserves prouvées récupérables, ce qui fait que au taux de production actuel, ça va chercher peut-être un peu plus de 20 ans de production. Mais le ratio réserve sur production, c'est un ratio qui est statique. Il n'est pas très fiable. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est comment anticiper le profil de production. Parce que la production, elle ne va pas rester constante. S'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas de relance de la production dans l'amont, la production va baisser, elle a baissé, elle va continuer à baisser. Et donc, à un certain moment, il se posera d'abord le problème de comment alimenter les raffineries. On a un peu plus de 20 millions de tonnes de capacité qu'il faut alimenter. Justement, juste une parenthèse sur ce sujet. Est-ce que vous pensez judicieux d'avoir lancé un programme de 4 nouvelles raffineries en Algérie? Est-ce que vous pensez pas qu'on risque de se retrouver dans la surcapacité? Non, on a besoin, je crois il fallait en même temps restructurer la production de produits pétroliers, restructurer la production pétrolière, moderniser les raffineries qui sont existantes, qui sont très vieilles, et construire de nouvelles raffineries, parce qu'il faut, la demande finalement, c'est pas du pétrole brut, c'est des produits pétroliers. C'est de l'essence, c'est du gazole, c'est d'autres produits, c'est du fuel. Et donc, il faut répondre à cette demande diversifiée. Et la construction de la raffinerie, vous pouvez pas y échapper, que vous avez producteur ou non producteur. Il vaudrait mieux avoir des raffineries locales qui sont le plus
proche possible du marché. Maintenant, est-ce qu'un jour on sera obligé d'importer du pétrole pour alimenter ces raffineries? C'est pas le problème. Ça ne devrait pas influer sur la décision d'en construire ou pas. Mais est-ce qu'un jour prochain, on risque d'importer du pétrole pour, disons, faire fonctionner ces raffineries? Si dans l'état actuel, aussi bien pour le pétrole que pour le gaz, dans l'état actuel du climat d'investissement, je pense qu'il va être très difficile d'attirer des investisseurs. Il va être très difficile de redresser les tendances lourdes, ce sont des tendances qu'on observe depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour le redresser, il faut vraiment un bouleversement du système actuel. On va revenir dans 1 minute à cette question de l'attractivité de l'amont pétrolier algérien, qui est un peu le cœur du problème. Mais auparavant, quand on est dans l'actualité de l'Afrique, avec en ce moment même le rendez-vous d'Alger, et il y a ce front inattendu qui s'est ouvert entre l'Algérie et le Maroc pour essayer de faire transiter par le territoire de chacun des deux pays le gaz nigérian à travers 2 gazoducs. Nous connaissons le vieux projet du Nigal à travers le Niger et le sud de l'Algérie pour aller vers Bnissaf et éventuellement servir le marché européen. Oui. Et aujourd'hui, il y a un projet concurrentiel qui est en train de se mettre en place, qui est promu par le roi du Maroc. C'est un gazoduc qui ferait la côte ouest africaine pour finir au Maroc et peut-être continuer vers l'Europe également. Vous en pensez quoi, monsieur Ali Essaoui? Vous venez de produire il y a pas longtemps un article sur la structure du marché gazier au Maghreb. Oui. Le projet de gazoduc transsaharien qu'on appelle le Nigal, Nigeria-Algérie, a été frustré un peu de part et d'autre. Mais l'arrivée de Mohamedou Buhari au Nigeria a changé un peu la donne. Le président Buhari est en train de se poser comme le champion de ce projet-là. Malheureusement, il a été un peu contrarié par l'attitude algérienne. Du côté algérien, moi, je comprends leur frustration. Depuis des années, ils demandent aux Nigérians un certain nombre de précisions, notamment sur le niveau réel de leurs réserves. Si vous pouvez pas confirmer le niveau réel de ces réserves, ça sert à rien de se lancer dans un projet aussi. Il va coûter finalement, les Nigérians ont mis à jour leur étude économique, il va coûter 20 milliards de dollars. Et pas 10. C'est pas 10, il a doublé, c'est énorme. Parce que l'étude de faisabilité, il y a quelques années, faite en Grande-Bretagne d'ailleurs, où vous résidez, avait donné 10 milliards. Oui, c'est dépassé. Les Nigérians en 2014 ont demandé à un consultant de revoir tout le projet. Il est venu avec de nouveaux chiffres et c'est 18 à 20 milliards. Le 20 milliards est un chiffre maintenant qu'on avance officiellement. Donc les Nigérians ont essayé de remettre ce dossier sur pied. Ils ont essayé au sommet de l'Union africaine en juillet dernier, ils ont essayé de le mettre à l'ordre du jour. Je crois qu'ils n'ont pas réussi. Quand on pose la question aux Algériens, ils disent d'où on est prêt. On a même un gazoduc, le GR5, qui a été prolongé plus profond au sud, et donc on est prêt. C'est de l'autre côté où il y a des incertitudes majeures. Ceci sans compter les problèmes de sécurité tout au long du trajet. D'abord à la source. Vous connaissez les problèmes du delta, etc. Mais aussi tout au long. Donc il y a. Mais sinon techniquement, une voie par l'Afrique de l'Ouest, vous pensez que c'est jouable qui traverse une dizaine de pays? Alors l'Afrique de l'Ouest, il y a déjà ce qu'on appelle the West African Gas Pipeline, qui est déjà opérationnel. C'est un gazoduc moyen. Je crois que le diamètre c'est de 30 pouces par rapport au projet de transsaharien qui est de 48 à 56 pouces. Donc c'est un gazoduc moyen. Il fait le Bénin, le Togo et le Ghana. Il alimente le Ghana. Malheureusement, il a eu des déboires énormes aussi bien sur le plan. Il y a eu des délais, et ensuite il y a eu des déboires techniques. Maintenant, il fonctionne. Et il fait face à des déboires commerciaux. La Haute Volta River Authority, l'Authority a des problèmes pour payer le gaz qu'elle consomme dans ses centrales électriques. Mais ça, c'est un détail. Si vous voulez aller plus loin avec ce réseau, donc continuer le long jusqu'au Maroc, ça dépend. Il y a 2 routes. Vous pouvez aller vers Burkina Faso, sud-ouest Mali, continentale, Nigeria et le truc, ou bien faire tous les pays. Il y en a 5 ou 6, si j'ai bien en tête la carte de l'Afrique de l'Ouest. Ça va être extrêmement compliqué. Parce que les problèmes de transit
à travers un pays, c'est déjà compliqué. À travers 2 pays, ça devient plus compliqué. Sans compter qu'au milieu, il y a aussi le Sahara occidental qui risque de poser un problème supplémentaire. Alors, l'intérêt aussi, peut-être, des Marocains, n'oubliez pas aussi qu'il y a eu des découvertes intéressantes, récentes, au large de la Mauritanie. Les Mauritaniens, dans leurs eaux territoriales, ont fait des découvertes substantielles. Et la compagnie américaine indépendante qui a fait ces découvertes-là est en train déjà de penser à une unité de GNL. Ils vont prendre la décision en 2017. Ça dépendra du contexte du marché gazier d'ici là. Je pense qu'il va rester dépressif ou dépressif, on dit, oui. Mais ils pensent sérieusement à une unité de GNL. Donc, ce serait intéressant. Si ce gazoduc, si l'idée tient lieu, les Marocains peut-être en tête de récupérer aussi le gaz mauritanien à travers ce gazoduc au lieu d'une unité de GNL. Alors, moi, je m'adresse maintenant à Sonatrach. Alors, voilà. Alors, vous précisez ma question. Ouais. La question, je voulais vous la poser quand même. On était parti il y a 10-15 ans d'une stratégie, d'une ambition, faire de Hassi-R'Mel le hub du Maghreb au moins. Tunisie, pouvoir aller vers l'Italie, le Maroc, décision historique du président Chadli. Et puis de plus en plus fournir évidemment et faire une intégration de ce point de vue-là. Est-ce que ce type de projet dont on vient de parler maintenant menace cette position, cette ambition algérienne? Ah oui, disons qu'il a contrarié, parce que bon, moi, je crois elle va prendre des années, on va se rendre compte que elle n'est pas si faisable que ça, sur le plan technique, sur le plan économique. Mais mon message à Sonatrach, c'est bon, si vous n'arrivez pas à mettre en œuvre un programme sérieux d'investissement en amont et à mettre en œuvre de nouvelles découvertes et à les exploiter. Il faut vraiment penser à amener des ressources d'ailleurs. Le Nigeria, c'est une idée de longue date, mais il y a aussi maintenant les nouvelles découvertes en Mauritanie. Et un gazoduc de Mauritanie vers l'Algérie, c'est direct. Il y a moins de problèmes de sécurité, c'est plus court, et donc il faut peut-être rapprocher très vite les Mauritaniens. Ça peut se connecter sur la nouvelle province sud-ouest, Gourara et Touat, qui a un problème d'ailleurs de rentabilité par rapport aux quantités découvertes. Absolument. Ça, moi, je pense, bon, il faut étudier la question un peu plus en profondeur, voir un peu les aspects technico-économiques, parce que ils sont dans ce genre de gazoduc, les décisions se prennent toujours à la confluence au moins de 3 facteurs clés. Il y a la géopolitique. Il y a le marché et puis il y a les problèmes technico-économiques. Il faut que le projet d'abord soit rentable. Monsieur Alaïssaoui, Sonatrach, l'Algérie gagne quoi en faisant transiter des volumes qui ne lui appartiennent pas au départ? Qu'est-ce qu'on a à gagner? On gagne d'abord, on a une capacité d'exportation qu'on utilise à moitié en ce moment, aussi bien pour le GNL que pour les gazoducs. C'est dramatique parce que c'est une perte financière pour Sonatrach, c'est une perte financière pour le pays. Pourquoi on l'utilise pas? Parce qu'on n'a pas assez de gaz. Et pourquoi on n'a pas assez de gaz à l'exportation? Parce qu'on a eu une production stagnante. Elle est en train peut-être d'augmenter un peu, mais il faut voir ça dans le long terme. Les informations du jour, moi je me méfie un peu. Je vois toujours les trends, les tendances à long terme. C'est des tendances lourdes et pour pouvoir les modifier, les infléchir, il faut vraiment des investissements lourds. La production a stagné. Pendant ce temps-là, la consommation interne elle a été fulgurante. Et donc, elle a, comme disent les Anglais, elle a bouffé un peu dans les exportations. Elle a bouffé même beaucoup. Et donc, voilà le problème bien sûr, Sonatrach vous dira, je fais face à un marché qui s'est rétréci à cause de la crise d'abord, ensuite à cause des politiques en matière de développement des énergies renouvelables. Mais vous dites que le vrai problème, il est du côté de l'offre disponible. Il y a pas assez de gaz à l'exportation, d'abord. Ensuite, il y a un problème de marché. Le problème de marché, il faut le traiter ailleurs. Il faut voir la politique commerciale de Sonatrach, il faut voir si elle est prête à composer en matière de refonte de ses contrats à long terme, etc. Ça, c'est une autre histoire. Sur l'encadrement, peut-être, Hassan, sur l'encadrement des prix. Non, moi je voulais surtout qu'on parle, apparemment il ne reste pas beaucoup de temps, je voudrais surtout qu'on parle du sujet que vous avez évoqué là il y a quelques instants, c'est celui de l'attractivité, disons, du domaine minier algérien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, disons, pour améliorer l'attractivité du domaine minier algérien, pour pouvoir augmenter la production en amont, puisque c'est le problème principal qu'on rencontre aujourd'hui. Ouais. Moi, je pense que les analyses ont été bien faites. J'ai lu des analyses faites par Mourad
pleurs par d'autres cadres algériens, les rares qui publient au plan international. La conclusion au plan de politique énergétique, c'est une réponse au niveau de l'offre et une réponse au niveau de la demande. La réponse au niveau de l'offre, c'est relancer l'amont pétrolier et gazier. Au niveau de la demande, c'est essayer de modérer un peu la demande. Elle est vraiment, elle est incontrôlable, incontrôlée. On va parler de la demande dans une seconde. Pour l'offre. Donc, pour l'offre, je pense que les réformes introduites par Yousfi en 2013 sont de bonnes réformes, y compris des dispositions qui ont été prises pour essayer d'encourager l'exploration et le développement du gaz de schiste. Malheureusement, le gaz de schiste, il y a un problème d'accessibilité sociale. C'est un point qu'il faut quand même noter. Je vais pas élaborer. Donc, elles sont bonnes. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Pour bien le comprendre, il faut d'abord peut-être analyser la prise de décision par les compagnies pétrolières internationales. Quels sont les critères qu'ils prennent pour allouer leurs dépenses en capital d'investissement à travers le monde? C'est d'abord, moi je pense, c'est l'économie des projets. Et en ce moment, avec la situation pétrolière et gazière, avec la situation des prix, comme vous le savez, ils ont coupé leur investissement. Donc, ça va être très difficile pour eux de leur démontrer que tel ou tel projet est rentable, surtout dans le domaine gazier. Mais c'est pas un argument très recevable, Monsieur Aïssaoui, parce que la désaffection vis-à-vis du domaine minier algérien a commencé bien avant l'effondrement des prix. Attendez, il y a d'autres critères. Le deuxième critère, c'est le contrôle. Ils veulent avoir le contrôle de leur exploitation. Ils veulent avoir le contrôle. Et ils trouvent qu'il y a un problème avec les 51% de Sonatrach. Bon, c'est leur point de vue. Les Algériens ont d'autres points de vue et d'autres arguments. Mais il faut vraiment s'asseoir et discuter de ça. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir ces projets-là? Est-ce qu'on ne peut pas offrir une participation plus grande que les 49% à nos partenaires pour les rassurer? Ils veulent vraiment contrôler leur investissement. Du 51-40. La règle universelle. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on devrait la nuancer en fonction de la taille du gisement. Il faut discuter avec les compagnies. Il faut vraiment. Le troisième facteur pour moi qui est important, et je m'arrête là parce qu'il y en a d'autres, c'est la sécurité. La sécurité, vraiment, c'est primordial. La sécurité de leur personnel. Vous connaissez les problèmes qu'on a connus, malheureusement. Il y a eu Tigentourin, une menace en janvier 2013. Récemment, il y a eu un petit événement, mais qui a été peut-être gonflé par les compagnies qui sont touchées. Il y a eu à Kreshba, à Insalah. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, BP et Statoil n'ont pas encore ordonné à leur personnel de se réintégrer là-bas. Donc il y a une perception de problèmes de sécurité, malgré le fait que le gouvernement algérien et l'armée ont pris des décisions pour vraiment renforcer la sécurité. Il reste la perception qui est... Vous étiez au ministère de l'Énergie, j'étais un cadre au ministère de l'Énergie, à l'époque glorieuse de la loi sur le partage de production, qui a continué à amener des contrats jusqu'à ce que M. Chekib Khalil ait tenté de la modifier et qu'il y a eu la succession d'amendements que nous connaissons depuis 2005. C'est une loi qui a bien fonctionné. Pourquoi ce serait pas ce cadre-là qu'on restaurerait tout simplement? Parce que ça avait été extrêmement attractif à cette période-là, le cadre algérien. Non, c'est clair, la loi de 86... Il faut pas oublier que la loi de 86 a succédé aux dispositions de dénationalisation de 1971, qui ont fermé un peu le système. Oui. Donc, la loi de 86 qui a mis énormément de temps, pratiquement elle a mis 4 ans pour pouvoir donner ses effets. Donc, c'était la première possibilité. Les compagnies pétrolières à l'époque, dans Eni, Anadarko, etc., ont vu une opportunité. Donc, leur calcul, c'était vraiment d'avoir un pas dans la porte, quoi. Ils l'ont fait. Ils ont été bien inspiré, parce que les premières découvertes qui ont été faites ont révélé le potentiel extraordinaire du Hassib Al-Khin, et ça a vraiment été le bonanza pour les compagnies. Et donc ça les encourageait à... Mais on était dans un système à 50-50. La loi de 86 n'est pas suffisante dans le domaine gazier. On l'a étendu au gaz en 90. Il y a eu des amendements de 91, avec là aussi, il a vraiment, pour reprendre son expression, il a dit « je veux dénationaliser le gaz », parce qu'il ne faut pas oublier que le gaz a été nationalisé à 100% en 71, alors que le pétrole n'a été nationalisé qu'à 51%. Donc, Aït Laoussine et son Premier ministre, Sid Ali
Seydi Ahmed Ghazali, pardon, ont ouvert le gaz. Aujourd'hui, si vous dites ça, c'est plus suffisant. Aujourd'hui, je crois que on a une bonne loi actuellement. On a une bonne loi. La loi de 2005 a eu des hauts et des bas. La raison essentielle, c'est que Chakib Khalil n'a pas voulu engager un débat pour expliquer son projet de réforme. Et ça, c'est vraiment... Si vous permettez, je vais insister sur ça. Bien sûr. Engager le débat. C'est ce que a fait Ayatollah Hosseini au début des années 90. Quand il a voulu dénationaliser le gaz, pour reprendre son expression, il a dit « je pourrais pas le faire, je pourrais pas aller au Parlement, ça passera pas. Il faut que j'engage un débat ». Il a engagé un débat. N'oubliez pas que le multipartisme, à l'époque, le FIS était dans l'opposition. Il a engagé un débat avec tous les partis d'opposition, y compris le FIS. Il a engagé un débat avec les syndicats. Il a engagé un débat avec Sonatrach. Sonatrach, comme toutes les compagnies nationales, elles ont un pouvoir de discrétion extraordinaire. Elles peuvent faire réussir ou bloquer un projet. Donc, il était conscient de ce pouvoir de discrétion. Donc, il a voulu convaincre les cadres de Sonatrach d'aller dans cette direction. Et je pense qu'en engageant ce débat-là, quand il est arrivé à l'Assemblée, il était bien préparé pour ça. Donc, il y avait, je me souviens à l'époque, moi j'avais des collègues qui m'ont dit, je te parie tout ce que tu veux, que les amendements ne passeront pas. J'étais le seul à y croire parce que j'avais travaillé étroitement avec lui. J'ai cru dans son projet de dialogue. Enfin, on peut rappeler quand même. On peut rappeler. Monsieur Ayatollah Hosseini est un expert et un politique de très grande qualité. On n'en doute pas un instant, mais il faut quand même rappeler à nos amis auditeurs qu'à l'époque, l'Assemblée était encore totalement FLN. Elle était totalement FLN. C'était pas encore le multipartisme dans l'Assemblée. Hein. Oui. Mais bon, cela dit, j'imagine que effectivement son effort a été méritoire d'expliquer à tout le monde et d'engager le débat, ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait dans ces dernières. Que ce que Chakib Khalil n'a pas fait pour la loi de 2005. Absolument. Et ce que Youssef Yousfi n'a pas fait pour le gaz de schiste. Complètement. Voilà. Alors, on va finir parce que il va bien falloir finir. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder avec vous, monsieur Ali Aissaoui, mais quand même, c'est un peu dramatique de l'aborder comme ça, d'un bout de phrase en fin d'émission. Vous évaluez comment les efforts de l'Algérie pour engager cette transition? Vous avez parlé de l'effort du côté de l'offre, l'effort du côté de la demande déjà pour faire des économies. On a senti que le gouvernement était plus prêt à faire des efforts du côté du carburant, économiser les quantités de pétrole en alignant un petit peu les prix du carburant, et un peu moins du côté du gaz, puisque la hausse du prix de l'électricité est apparemment gelée. Oui. Est-ce que c'est pas un mauvais arbitrage? Moi, je me réfère à la réunion du 22 février cette année. C'est quand il y a eu cette réunion à très haut sommet. C'était pas un conseil ministériel, c'était un cabinet restreint des plus hautes autorités au cœur du pouvoir algérien pour se pencher sur la politique gazière algérienne. C'est extraordinaire. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit est-ce que c'est une réunion de panique ou c'est une réunion de grande stratégie? Mais ils ont malgré le fait que le communiqué était très laconique. D'ailleurs, c'est ça qui a motivé un peu mon papier qu'on a publié à l'Oxford Institute for Energy Studies en mai sur la politique gazière, avec un titre un peu provocateur. C'est vraiment, on voulait provoquer et on voulait choquer. Algerian Gas, Troubling Trends, Troubled Policies. Et on voulait vraiment que ça vienne comme un choc. Il y a des choses à faire. Donc la réponse est juste. Il faut maîtriser la demande, y compris à travers les prix. Bien sûr, il faut le faire de façon graduelle. Là aussi, il faut engager un débat, il faut informer, etc. Mais aussi, il faut voir qu'est-ce qui manque dans la banque, qu'est-ce qui manque au climat d'investissement offert aux partenaires étrangers pour pouvoir relancer le climat d'investissement, on a parlé jusqu'à maintenant de la filière carbone. Maintenant, l'autre volet, évidemment, pour économiser le gaz dans la génération d'électricité, c'est l'électricité verte, c'est notamment l'électricité solaire. Le ministre, M. Bouteflika, le ministre de l'Énergie, compte mettre en chantier 4 gigawatts et l'idée circule qu'il le confierait au même opérateur étranger. Vous dites quoi de ce modèle qui a du mal à décoller? Parce qu'on veut faire 22 gigawatts à 2030, on en est très loin. Oui. Alors, la réunion du 22 février, effectivement, they labeled, elle a mis une étiquette. Programme de renouvelables, c'est un programme d'urgence nationale ou comment c'est priorité nationale. Priorité nationale, ça veut tout dire. Donc après ça, il faut vraiment mettre en œuvre un programme sérieux et cette fois-ci passer à l'action. Je trouve que j'ai bien suivi. Je connais pas le programme dans le détail, mais j'ai bien suivi les déclarations de Bouteflika et les critiques des médias à son égard.
Moi, je trouve qu'il a eu bien raison. On n'est pas le Maroc, on n'est pas sous la pression. On a assez de ressources encore pour pouvoir vraiment engager un programme cohérent et un programme qui puisse impliquer le privé, qui puisse impliquer l'industrie algérienne. Parce que les gens ont tendance à voir le programme des énergies renouvelables comme un programme énergétique. C'est aussi un programme industriel. Et ça, Bouteflika l'a bien souligné. Il a dit, moi, je le vois, c'est un problème, je le vois sous l'angle dual. Il y a l'énergie, il y a l'industrie. Et je suis d'ailleurs surpris que le ministère de l'Industrie ne soit pas impliqué dans ce. Donc, rien ne sert de courir, il vaudrait mieux partir à point, et je crois que c'est ça ça fait 5-6 ans qu'on dit ça, monsieur. Non. Et au bout d'un moment, on s'est posé la question si c'était pas finalement un alibi pour ne pas aller dans ce sens. Non, moi je me réfère à la réunion du 22 février. Maintenant, sur le plan politique, sur le plan de la politique énergétique nationale, on a une direction claire. Donc, ma référence, c'est ça. Et il faut pas se précipiter. Il faut vraiment bien. On s'est pas précipité jusqu'à maintenant. Oui, non. Est-ce que vous considérez que, par exemple, l'expérience de Hasselmel, l'hybride CCSP, c'est une précipitation qu'on a perdu, il fallait pas l'engager aussi vite? On produit 25 mégawatts dans un cycle hybride? Ça a coûté très cher. Ça coûte très cher encore le renouvelable. Et l'État va dépenser en subvention pour pouvoir soutenir ces programmes-là. Et retour d'expérience industrielle? Parce qu'il y a des gens qui disent, non, pourquoi se précipiter? Pourquoi d'abord préparer le tissu industriel, préparer le climat d'investissement. Entre-temps, les prix vont continuer à baisser, et puis quand on y arrivera... Alors, si je vous provoque, monsieur Ali Aissaoui, voilà, d'un point de vue de partisan de l'économie verte, on n'a pas posé ces exigences pour le GNL. On a été leader mondial pendant longtemps de la production de GNL, mais on n'a jamais construit une industrie. Et jamais personne n'a posé comme exigence une industrie des intrants de cette filière. On n'avait pas le choix à l'époque. On n'avait pas le choix. Le gazoduc Maghreb-Europe qui datait de cette époque-là n'était pas faisable techniquement avec les technologies de l'époque, et on n'avait pas de choix. Le Shell avait proposé Camel. Depuis, on n'est toujours pas producteur des intrants. Les pompes, tout ce qui se fait à Alzeux est importé. Oui, vous posez un programme plus large. Mais pour revenir aux énergies renouvelables, justement, l'aspect industriel et l'aspect participation, l'aspect contribution du privé est primordial. Moi, je pense que si on n'arrive pas à amener ces aspects-là dans le programme, c'est inutile. Parce que s'il faut seulement importer des équipements et des panneaux solaires... Vous connaissez bien l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en train de faire comment dans sa transition énergétique? Dans les renouvelables, ils ont cafouillé. Ils ont créé une institution qui s'occupe de ça, y compris le nucléaire, et elle n'avait pas assez de pouvoir. L'institution qui s'occupe des énergies nouvelles s'est retrouvée face à des ministères très puissants, aussi bien le ministère du pétrole, aussi bien le ministère de l'électricité, et elle n'a pas su imposer. Sur le papier, c'est un programme très ambitieux, etc. Mais dans la pratique, elle n'a pas pu. Donc, le prince Mohammed Ben Salman est en train de revoir tout ça. Il est en train de restructurer sur le plan national et donner plus d'autorité à la nouvelle institution qui s'occupe de renouvelables. Monsieur Ali Aissaoui, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce dimanche matin. Merci. Je vous remercie une nouvelle fois. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.